Mes amis, nous commençons une nouvelle émission avec une créature de rêve. Comment tu t'appelles? Parce que j'ai pas encore eu le temps de noter ton prénom, je viens de la rencontrer en... Non, c'est une blague. J'allais dire, je viens de la rencontrer en club. Bertrand Scheller a écrit, il l'a rencontrée en club échangiste. C'est une blague. Tu t'appelles comment? Sophie de la Motte. Bon, alors, c'est une blague pour ceux qui se souviennent de l'émission de Jacques Martin. Comment ça s'appelait? L'école des fans. L'école des fans, voilà. Non, c'est une blague. C'est vraiment pour rire. C'est de mauvais goût. Sophie est irremplaçable sur le débat parlementaire et je voudrais très sérieusement, cette fois, avoir une émission de référence sur le courrier sur les débats parlementaires et les débats réglementaires parce que, en réalité, pendant qu'on nous amuse avec Bayrou est un con, Retailleau est un salaud, je sais pas qui est un mec sympa, Brigitte a une bite et autre chose, on ne parle pas des vrais sujets de fond, c'est-à-dire des textes qui portent, qui ont des conséquences concrètes sur votre vie quotidienne. Et moi, je pense que le rôle de l'information, c'est de dépasser les questions anecdotiques pour toucher les sujets de fond. Donc, Sophie est une spécialiste du débat parlementaire. Vous pourrez la retrouver très facilement. Elle va nous parler aujourd'hui d'un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer sur le courrier parce qu'on ne peut pas faire fond. On dit quoi? Faire front de... Faire feu de tout bois. Faire feu de tout bois. Elle est très éduquée, moi pas. Donc je reçois... Tu vieillis, c'est surtout ça. Non, pas du tout. Je reçois une personne très éduquée et j'en suis très honoré. Je voulais qu'on parle de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est difficile à dire. La PPE, qui n'a rien à voir avec le Parti populaire européen. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, et je voulais qu'elle nous explique en quoi la programmation pluriannuelle de l'énergie allait avoir un impact sur votre vie quotidienne, autant en pouvoir d'achat que en pouvoir esthétique, si j'ose dire, parce qu'elle va quand même défigurer nos paysages. Et moi qui suis un Français de l'étranger, qui suis venu vivre en France, notamment pour la beauté des pays. Bon, ça reste moins beau que la côte belge. Bien sûr. Mais je suis quand même venu en France pour profiter de la beauté de la France, pas seulement, mais aussi. Et Sophie va nous expliquer en quoi la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, va avoir un impact sur votre vie quotidienne. Et ensuite, je lui fais le plan de l'émission parce qu'on n'a pas eu le temps de la préparer. Elle va nous expliquer les dessous de cette affaire parce que les dessous ne sont pas inintéressants. Mais est-ce que tu peux nous dire d'abord ce que prévoit cette programmation pluriannuelle de l'énergie? Donc là, on est sur l'horizon de la programmation de nos sources d'énergie à l'horizon de 2050. Donc c'est vrai que c'est important de planifier, on l'a trop souvent oublié. C'est une montée progressive en puissance. Tout à fait. On n'attend pas 2050 pour voir, ça commence dès maintenant jusqu'à 2050. On était dans la seconde programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça a été mis en place par les lois qui ont été votées sous Hollande et au début, dans le premier mandat de Macron. C'est qu'ils se sont dit qu'il faut faire des programmations pluriannuelles. Un détail... Il avait été voté en 2019 que cette PPE passerait par décret. Donc il y a une polémique aujourd'hui sur comment ça se fait que ça passe par un décret et pas par le Parlement. Ça a été prévu dans le Code de l'énergie. Je te coupe. Pour ceux qui ne comprennent pas, le décret, c'est le gouvernement qui décide tout seul. La loi, ça passe devant le Parlement. Alors je sais que plein de lecteurs se disent « mais le Parlement, c'est des gens foutres, ça sert à rien, etc. » En réalité, c'est plus compliqué de décider, après un débat parlementaire, ne vous en déplaise, mes amis, que tout seul dans son coin, entre trois hauts fonctionnaires qui apportent un parapheur, qui disent au ministre, vous n'avez plus qu'à signer et ça s'applique. L'intérêt du décret, c'est que ça évite les débats. Oui, alors il y a une consultation, ce qui est le voile pudique qu'ils mettent maintenant là-dessus. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une consultation... où les gens peuvent se déplacer et manifester là. Tout se fait par voie électronique. Et donc, c'est le... Sur quel site? C'est le site du ministère du Développement durable. Donc, Marc Ferracci a annoncé... Ministre de l'Industrie. A annoncé le 7 mars dernier que la consultation du public était ouverte. J'ai regardé ça ce matin, il y a à peu près...
250 contributions pour l'instant. Donc c'est effectivement ouvert. C'est effectivement ouvert. Je vais encore te couper, je vais me faire haïr par... Arrêtez de couper vos interlocuteurs, mais on rappelle que Marc Ferracci, et je sais qu'il déteste quand je le dis, mais même s'il ne le dit pas ouvert, il ne me le dit pas ouvertement, je sais qu'il déteste. C'est le fils de Pierre Ferracci, qui a fait fortune grâce à la CGT. Et Marc Ferracci est le témoin de mariage d'Emmanuel Macron. Donc, vous voyez le niveau d'importance, mais ça vous paraît très technique, mais ça l'est moins qu'on le dit. Alors donc cette PPE, le contenu aujourd'hui, c'est ça reproduit en l'amplifiant tous les errements des 2 PPE précédentes. C'est-à-dire que pour eux, l'objectif numéro 1, c'est l'objectif bas carbone. Alors, ils se trompent un peu parce que, de fait, grâce au nucléaire et à l'hydroélectrique, notre production électrique, depuis les années 80, est excellente. On a été le premier pays au monde à faire de la décarbonation grâce à notre production électrique nucléaire et hydroélectrique. Donc là, eux, leur biais, c'est de dire qu'il faut décarboner encore. Et donc ça veut dire mettre des énergies dites renouvelables, mais en fait intermittentes. C'est-à-dire des éoliennes. Des éoliennes terrestres, des éoliennes offshore. Donc là, c'est vraiment la PPE 3, c'est vraiment le grand développement des éoliennes offshore. Alors je vous rassure, pas devant le Touquet. Juste devant Dunkerque et devant les Belges. Non, tu es injuste. Il paraît qu'il va y en avoir au Tréport. Oui, tout à fait, mais ça, c'était déjà prévu. La consultation a été une arnaque incroyable. Tu nous redis où est le Tréport? Le Tréport, nous sommes en Seine-Maritime, à la limite de la Somme. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour tous ceux qui connaissent. Donc quand vous descendez à le Tréport, c'est juste à la frontière de la Somme. C'est pas très loin. Alors, j'en parle parce que Nicolas Dupont-Aignan nous disait lundi dans sa grande interview, regardez-la, qui nous a donné que le maire du Tréport était venu lui dire « Ah mais c'est horrible, ma côte, tu es déjà allé au Tréport ou pas ?» Non, alors, je n'ai pas eu cette chance. Ceux qui y sont allés savent que c'est un très joli village côtier, avec de très bons restaurants Michelin. La côte est magnifique et c'est vrai que ça va être défiguré par les éoliennes et ça fait peine à voir. Un gros impact sur la pêche puisque c'était un très grand port de pêche et souhaitait le rester. Notamment la pêche de la sole, la pêche de la crevette, la pêche du bulot. Et les éoliennes en mer ont ce site particulier que ça s'attache sur les fonds sous-marins, donc ça détruit les fonds sous-marins. Donc la criée du Tréport, pour ceux qui connaissent, ça va vivre de mauvaises années et on plaint les pêcheurs. Les marins-pêcheurs, puisque du coup il y a une zone d'exclusion en mer. C'est la même chose dans la baie de Saint-Brieuc, au lieu de la pêche à la coquille Saint-Jacques. C'est la même chose sur tous les endroits où l'éolien offshore s'installe, parce qu'il y a eu un choix qui a été fait, c'était lors du débat de décembre 2022 sur le projet de loi sur les énergies renouvelables. Ils ont choisi de faire ça dans la limite des 12 000 marins et pas au-delà, parce que ça allait coûter plus cher en raccordement, mais ça aurait été un peu plus sympathique pour les paysages et pour la pêche. Ça se voit depuis la plage. C'est en deçà des 12 000 marins. Tout à fait, c'est énorme. Tue le truc. C'est énorme puisque de toute façon, c'est des machines qui font de 150 à 280 mètres de haut. Donc on est sur des choses absolument gigantesques et en général, quand on construit un parc en mer, on est tout de suite sur 30 à 40 éoliennes. Dans la baie de Saint-Brieuc, on est à 62 éoliennes. Donc on voit, ça se voit. On voit que ça. En ce moment, ils sont aussi en train de construire le projet au large du Cotentin, Calvados, donc sur le site d'Aromanche. Ça va se voir de toute la côte normande, Cabourg et autres. On commence déjà à voir les plateformes. Là, moi j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, on voit les plateformes depuis Cabourg. Donc les éoliennes sont plus hautes que les plateformes de construction. Donc c'est une œuvre... Moi j'ai beaucoup pesté contre la club-médisation de la France, donc sa transformation en camp de tourisme. Et là, on est même en train de se tirer des balles dans le pied. Ah, complètement. Complètement. C'était déjà le cas avec l'éolien terrestre qui a saboté nos paysages
Alors ils ont commencé par les Hauts-de-France en se disant qu'ils auraient moins de résistance. C'était vraiment un calcul très cynique de leur part, c'est qu'ils s'attaquaient à des zones où les gens ont un milieu socio-économique faible, et ils se disaient que du coup les gens n'allaient pas protester. Et là, depuis une dizaine d'années, on a vu une évolution parce qu'ils ont commencé à aller vers l'ouest, dans des zones où il y a des résidences secondaires, et là, tout d'un coup, il y a eu de la résistance. Alors, c'est très schématique, c'est une généralisation, mais globalement, sur la masse, on est quand même sur des zones avec un pouvoir socio-économique plus fort. C'est toute la question du projet de Yeux-Noirmoutier, c'est que là, ils se sont retrouvés avec des gens qui ont des maisons qui ont une très forte valeur et qui, là, se retrouvent du jour au lendemain avec des maisons dont la valeur a baissé d'au moins 40%. Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que dans le projet programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, en fait, les choix stratégiques qui sont faits, on a l'impression que c'est abstrait, le nucléaire, le bidule, machin. En réalité, l'énergie renouvelable, ça veut dire d'abord de la baisse de la valeur au mètre carré des propriétés privées. Tout à fait. Moi, ma maison a été vendue en 2017. Elle était où ? En Mayenne. On a eu une perte de valeur d'à peu près 30 à 40%. Ça fait mal. Aujourd'hui, dans la PPE, ça l'a fait pareil, hein. Il vise 18 gigas de puissance installée en 2035, avec une planification par façade maritime. Et dès l'année prochaine, 10 gigas de puissance supplémentaire seront infligés à nos côtes. Et sur l'éolien terrestre, c'est environ 1,5 gigawatts par an. Aujourd'hui, on est à peu près 9-10 000 éoliennes. Donc là, l'objectif, c'est de monter à plus de 30 000 éoliennes sur l'ensemble du territoire français, éoliennes terrestres. Et en tout, il y a une dizaine de projets éoliens offshore. Tout autour, mais surtout sur la façade atlantique. Parce que c'est là qu'il y a le plus de vent. En Méditerranée, qui est une piscine dont on dit pas le nom. Il y a des projets en Méditerranée, alors bizarrement pas du tout entre Marseille et la frontière italienne. Ah bon ? Je ne sais pas pourquoi. Pas sur la Côte d'Azur. Pourtant, il y a du vent, mais je ne sais pas. Ah ouais. Là, encore une fois, c'est le choix de développer comme quoi Estrosi a raison de faire le lèche-cul avec Macron, quand même. Hein. C'est là où c'est un choix... Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est un peu comme dans les Hauts-de-France, c'est un choix de viser des zones avec des populations socio-économiquement plus faibles et qui en plus votent Rassemblement National. Ah oui. C'est-à-dire l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc là, il y a le projet de Port la Nouvelle, alors qui a un choix technologique différent puisqu'on est sur de l'éolien flottant. C'est-à-dire qu'on ne va pas ancrer ça dans le sable. Voilà. Et là encore, il y a eu des manœuvres assez spectaculaires avec le comité des pêches de Méditerranée qui a donné son accord au développement du projet en échange d'une contribution assez généreuse. Tu as des choses là-dessus, oui, tu vas me les donner. On voudrait prendre des sanctions contre Poutine. Pourtant, on ferait un parc éolien devant Nice. Parce que Estrosi nous la joue, mais en fait, tu veux sanctionner Poutine, tu prends les oligarques russes. Tu fais un parc le problème, c'est que les oligarques russes ne sont pas tous pro-poutiniens. Et puis, il y a beaucoup de pauvres Ukrainiens qui ont des maisons là. Ah mais oui, il faut les défendre. Blague mise à part, au-delà du préjudice esthétique, et qui n'est pas que esthétique, puisque ça a une influence sur le prix du mètre carré. J'ai envie de dire, c'est depuis 2012 que je combats les éoliennes de manière générale et les énergies intermittentes plus largement.
J'ai un peu abandonné l'argument de l'esthétique parce que là, en face, ils vont vous dire mais c'est des goûts et des couleurs. Il y a des gens qui vont dire, et moi j'ai eu ça quand j'essayais de combattre ce projet, mais les éoliennes c'est très beau, c'est très esthétique. Mais c'est pas des gens qui ont des maisons devant. Bah en fait si. Ils sont sourds alors parce que ça fait comme du bruit, une éolienne. Au-delà de la beauté, il y a du bruit. En tout cas, les arguments qui, comme ça, intuitivement, pourraient être les plus évidents, l'esthétique, l'effet sur la santé, le bruit, pour moi, ce n'est pas des arguments importants sur le plan politique. Sur le plan politique, c'est d'abord, et quand on est dans l'axe de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on est quand même sur comment l'énergie, c'est le nerf de la guerre plus encore que les fonds, c'est comment on fait tourner un pays, c'est-à-dire comment les gens ont des usines qui tournent, comment on fait tourner les trains, comment on fait tourner sa machine à laver. Stratégiquement, pour un pays, c'est quand même la vraie question. Mais surtout, combien ça coûte? Et donc, il y a le coût et l'efficacité par rapport au coût. Et entre une centrale nucléaire, et là on va dire un mot magique, qui est le facteur de charge, entre une centrale nucléaire qui fonctionne en gros à 80-85% du temps, qui peut donner le plein, le maximum de ce qu'elle peut produire à 85% du temps, et une éolienne, et c'est le même raisonnement pour le photovoltaïque, une éolienne qui va dépendre du vent, un panneau qui va dépendre du soleil, bah, c'est pas le même rendement. Sur les éoliennes, on a un facteur de charge de 23%. C'est-à-dire que ça marche quel que soit l'endroit où on la met. Moi, je sais pas, mais moi, quand je vais chez Darty, je vais pas acheter une machine qui fonctionne que 23% du temps. C'est 1 heure sur 4, voilà. Traduit en français. Voilà. Un peu moins d'1 heure sur 4. Et qui, en plus, ne fonctionne pas quand il n'y a pas assez de vent, bien sûr, et qui ne fonctionne pas non plus quand il y a trop de vent. C'est-à-dire qu'au-delà de 80-90 km/h de vent, on est obligé de les mettre en sécurité. Parce que sinon, les pales s'arrachent, les mâts s'écrasent. Et ça, quasiment toutes les semaines, vous avez des exemples dans le monde. Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, les éoliennes, ça ne supporte pas bien le vent. C'est belge comme produit. Ça, c'est des Belges qui ont inventé ça. L'énergie éolienne, c'est une invention de Belges. Et le solaire, ça fonctionne. On ne supporte pas le vent. Hein. Ça fonctionne, en tout cas en France, ça fonctionne à peu près 11% du temps. Les Allemands. C'est-à-dire 1 heure sur 10. Oui, les Allemands qui tous les étés migrent vers les côtes atlantiques ou les côtes espagnoles pour trouver du soleil, ont eu le toupet de nous faire croire que la production photovoltaïque allait fonctionner en Allemagne. Alors, à titre individuel, parfois, pour du solaire, devant rien. Pour du solaire thermique, pourquoi pas? Mais par contre, imaginez alimenter un pays, alimenter des industries, et notamment les fameux électro-intensifs, avec des panneaux solaires ou de l'éolien, c'est juste une hérésie physique. Ce sont des gens qui ne comprennent pas la physique, tout simplement. Est-ce que les Allemands fabriquent des panneaux solaires? Les panneaux solaires, dans le monde, il y a quasiment un monopole de fabrication chinoise. Il peut y avoir de l'assemblage dans différents pays. C'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'Agnès Pannier-Runacher a essayé de nous vendre. C'est leur grand credo. C'est la ministre de l'énergie. C'était la précédente ministre de... Bon, on ne sait plus de quel gouvernement, ça va trop vite, on n'a pas le temps. Voilà. On n'a pas le temps de mettre des fiches à jour. C'est une copine de Macron. Elle est très proche de Macron. Elle est de la famille Perenco qui fait de l'exploitation pétrolière. Papa, effectivement, papa Runacher est dans le pétrole. Et du coup, Agnès et ses enfants sont bien dotés, justement. Dans l'énergie. On fera un dossier sur Pannier-Runacher. Attends, je te coupe. Comme j'ai découvert hier que j'avais une mise à jour dégueulasse de ma fiche Wikipédia, je vais me venger en faisant un dossier Pannier-Runacher. Donc si elle ne veut pas de dossier, ben, vous enlevez mes mentions sur Wikipédia. Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai l'habitude.
le grand credo d'Agnès Pannier-Runacher, et la semaine dernière, j'étais à un colloque au Sénat, il y avait Olga Duvernay, qui a été brièvement ministre, et qui est... elle était ministre en charge de l'énergie, justement, je crois, dans le gouvernement Barnier. Elle était secrétaire d'État à l'énergie. Elle est redevenue députée. Et leur grand credo, c'est de dire on va construire une filière française. L'indépendance énergétique de la France, ça veut dire être capable d'avoir toute la chaîne de fabrication des éoliennes et toute la chaîne des panneaux photovoltaïques. Sauf qu'il manque des éléments indispensables. Par exemple, pour les éoliennes, c'est les aimants. On a besoin de terres rares. Il y a un livre absolument fabuleux de Guillaume Pitron sur la guerre des terres rares. C'est un petit ouvrage, c'est lumineux d'intelligence, comme disait un de nos professeurs. Et on comprend tout. Les terres rares, elles sont en Afrique et elles sont en Chine. Et un petit peu en Russie, mais voilà. C'est d'ailleurs, oui, un petit peu en Russie. Ça fait l'objet des tractations sur le conflit ukrainien. C'est que les Américains ont négocié des accès aux mines russes de métaux rares. Mais enfin, mines russes en territoire ukrainien. Non, il n'y a pas en territoire ukrainien, c'est essentiellement en territoire russe. Et comment les Américains peuvent négocier un accès à des mines russes? C'est avec les Russes qu'ils le négocient? Bien sûr, d'accord. C'est ce qu'ils sont en train de négocier avec les Russes. Bon, on fera une émission là-dessus. Dis-nous combien ça coûte tout ça, parce que on voit le truc, mais pour le consommateur final. Alors en fait, c'est l'ensemble. Ça va coûter combien? Le surcoût, c'est non seulement sur les éoliennes elles-mêmes et les panneaux photovoltaïques, donc sur l'équipement, mais il y a aussi derrière le raccordement. Et ça, en général, ils sont assez hypocrites, ils comptent jamais le raccordement. Et en plus, nous, consommateurs, nous, je dis particuliers et aussi entrepreneurs, on est taxés là-dessus. C'est la TURP. Le TURP. C'est quoi? C'est le tarif, c'est sur les factures tarif unique de raccordement des réseaux. Et donc, de bout en bout, en fait, on paye ce surcoût-là. Mais pas que ça, c'est-à-dire que l'électricité renouvelable est subventionnée. En plus, on paye la subvention. La subvention, ce qui est, vous avez l'obligation de rachat par EDF, ça existe depuis. C'est comme ça en fait que l'éolien, et le photovoltaïque, mais c'est surtout l'éolien qui s'est développé en France depuis le début des années 2000-2009 à peu près. C'est qu'on leur a dit EDF va avoir obligation de vous racheter l'électricité que vous payez. Alors ça peut être amusant pour des gens qui ont un moulin et qui ont un barrage qui peut produire de l'électricité, ou les gens qui installent des panneaux photovoltaïques. C'est pas simplement pour leur consommation personnelle, c'était pour revendre à EDF. Mais ça, derrière, c'est nous, consommateurs, qui payons. Donc en fait, les gens qui vendent ça, par derrière, ils le payent eux-mêmes en payant leur facture. Puisque personne n'a le droit, sauf pour le chauffage de l'eau, par exemple, c'est le solaire thermique, personne n'a le droit de consommer sa propre production. C'est obligé que ça reparte dans le réseau, donc d'avoir des factures d'électricité. Malheureusement. C'est un des sujets sur les barrages hydro, je sais pas quoi, hydroélectriques. On en reparlera. On en reparlera. Les barrages hydroélectriques de régions de montagne. Et d'ailleurs, l'hydroélectricité est la grande oubliée de la PPE. Ils parlent justement, parce que si on parle renouvelable, le renouvelable par définition, c'est l'hydroélectricité. Il n'y a pas plus renouvelable que l'hydroélectricité. Et pour le coup, c'est pilotable. C'est-à-dire qu'on peut précisément doser le moment où on relâche de l'eau et donc on va produire de l'électricité, ou le moment, au contraire, quand il n'y a pas besoin sur le réseau, on peut retenir l'eau et ne pas produire l'électricité. Ou on laisse filer, il y a les lâchers d'eau et on ne produit pas d'électricité. Et bien là, c'est le grand oublié. Alors que même si globalement, sur l'ensemble du territoire, on a à peu près mis des barrages partout où on pouvait en mettre, il n'empêche qu'il y a à peu près 5 gigas
entre 4 et 5 gigas de possibilités d'extension. Et puis, il y a ce qu'on appelle les steps, qui sont hyper prometteuses. C'est les stations de pompage. C'est-à-dire que là, c'est complètement renouvelable. Et là, il y a un potentiel de 8 gigas. Donc, c'est énorme. En fait, c'est un système de va-et-vient. Et en fait, on fait remonter l'eau en montagne et on relâche. Pour faire remonter, on consomme un petit peu d'électricité, mais en relâchant, on en produit beaucoup plus que ce qu'on a consommé. Et donc ça, c'est pas dans la PPE? Ça, dans le document de la PPE que j'ai vu, c'est en tout cas pas dans la présentation générale, c'est complètement oublié. Dis-nous combien ça va coûter en plus, si on disait, moi je suis un vieux con. Alors, le coût du raccordement... Moi je suis pour 100% de nucléaire. Là, par rapport à ce qui est proposé, il y aura combien de pourcents de nucléaire selon la PPE demain? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la PPE idéologique de Hollande, Royal, où on disait qu'il faut baisser à moins de 50%, l'objectif en pourcentage n'est pas forcément intelligent parce que tout dépend de ce qu'on met en puissance derrière. Là, l'idée, c'est d'avoir... Les slides que j'ai empruntés à ce fameux colloque du Sénat. Bravo. Quelle voleuse. Un excellent colloque du CEREME et de PNC France. C'est quoi le CEREME? CEREME, c'est un think tank sur l'énergie. 54,2 ils disent. On descendrait de 59,6 à 54,2. Oui, mais il y aurait le nouveau nucléaire. D'accord. 39,6. D'accord. Donc on n'est pas sur une stratégie de rationnement du nucléaire, de rationnement drastique du nucléaire. Comme le discours de Belfort l'avait annoncé, il continue la trajectoire de 6 EPR. Discours de Belfort d'Emmanuel Macron. Qui avait annoncé quoi? Qui avait annoncé qu'il allait relancer le nucléaire, juste en fait après avoir fermé la centrale de Fessenheim à la demande des Allemands, en fait. Des écolos, mais écolos bras armés des Allemands. Les Allemands qui, en fait, sont furieux que la France ait un avantage compétitif. C'est notre dernier avantage compétitif au niveau industriel. C'était les prix bas de notre électricité avec des tarifs préférentiels pour les industriels et notamment pour les électro-intensifs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est au-dessus de kVA, il n'y a plus de tarifs préférentiels. C'est quoi kVA? Kilovolt kilowattheure. Non. kVA. Kilovolt ampère. Oui. C'est un truc. Voilà, c'est la puissance au compteur. C'est une norme qui a été imposée, que les Allemands ont imposée aux Français pour éviter que les usines allemandes n'aillent en France parce que l'électricité est moins chère. Exactement. Je résume. Voilà. Et donc. Et ils n'ont de cesse que de nous imposer des éoliennes, parce que beaucoup de promoteurs éoliens sont des promoteurs allemands. Ils les installent, après ils les revendent à des fonds de pension, à des groupes qui sont au Luxembourg ou à Zug en Suisse, mais à la base ce sont des projets allemands. Et il y aurait une étude très intéressante à faire sur des banques allemandes qui financent tout ça. Je pense en particulier à la Banque de la Sarre, qui met des éoliennes partout sur ses visuels et qui dit ouvertement profitez de notre expertise de bilingue pour trouver en France le Lebensraum. Je le dis exprès, c'est une citation, je l'avais lue sur le site de la Banque de la Sarre. C'est en France que vous allez trouver le Lebensraum pour développer vos projets éoliens. Et ça t'a surpris? Ça m'a fait un peu peur, en fait. Bon, alors, passe à autre chose, parce que tu vas encore m'attirer les ennemis. Je vais encore voir une fiche Wikipédia dégueulasse à cause de toi. Alors donc tout ça, on est sur un surcoût faramineux. Le CEREME a estimé que si on arrêtait le développement des éoliennes, on suspendait le développement des éoliennes tel qu'il est prévu là, on pouvait économiser 300 milliards d'euros. Alors, pour monsieur, madame, machin, moi, consommateur d'électricité de base, ça représente quel pourcentage de hausse ou de baisse? Est-ce qu'on le sait? Là, aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2014, donc en 10 ans, 2014-2024, nos factures d'électricité ont augmenté de 100%.
2014, en 10 ans, on a doublé la facture d'électricité. Et là, ce que tu nous dis... C'est-à-dire, c'est les 10 ans d'injection du renouvelable intermittent sur les réseaux, parce qu'en fait, ça a plein de conséquences. Je vais vous expliquer si tu me laisses le temps. Ben, je te laisse tout le temps. On a toute la nuit devant nous. C'est l'injection du... Ça la fait pas marrer. Je sais que je vais la faire. Vous avez vu comme elle est stricte? On a l'impression d'une Allemande. Elle rit jamais. L'injection du renouvelable prioritaire, c'est-à-dire que quand l'éolien et le photovoltaïque, c'est quand il y a du vent, pof, il y a du courant, et pour des raisons physiques, l'électricité, c'est un flux. Donc on est obligé de l'injecter tout de suite dans le réseau. Et ça a un coût parce qu'on ne stocke pas l'électricité. On ne stocke pas l'électricité. C'est le problème contemporain. On n'a pas encore réussi à trouver le moyen de stocker toute cette production-là. Donc on est obligé de gaspiller tout de suite. Et d'effacer du coup le nucléaire, ce qui, sur le long terme, ne fait pas du bien à nos centrales, parce qu'une centrale nucléaire, il n'y a pas un bouton où on arrête immédiatement la production. L'outil n'est pas conçu pour ça. Et de plus en plus, à partir de 2009-2010, on a été obligé de mettre en place, de coupler en fait le développement des éoliennes avec des usines à gaz, c'est-à-dire de la production d'électricité par le gaz. Et puis encore, et c'est le cas en Allemagne, en France, il n'y avait plus que 3 centrales et ils ont juré qu'ils allaient les arrêter. C'est des centrales au charbon. Et donc en Allemagne, en Allemagne, c'est la centrale de Saint-Avold, il y a la centrale de Cordemais et puis la 3e, je ne me souviens plus où elle est. Alors Saint-Avold, c'est bon, c'est fermé et ça se reconvertit puisque va y avoir, c'est là où il y a le plus grand gisement d'hydrogène blanc de France. Il y a des ressources pour des dizaines d'années. Donc injection dans le réseau, donc ça a un surcoût, c'est que du coup ça dépend du prix du gaz. Et l'indexation de l'électricité sur le prix du gaz, c'est les Allemands qui ont négocié ça à Bruxelles, puisqu'en fait la centrale à gaz, c'est la dernière injectée sur le réseau. Et donc ça allait tant qu'il y avait le gaz russe. Mais bizarrement, depuis 2022, on a décidé qu'on n'avait plus besoin du gaz russe. Donc on prend du gaz naturel, liquéfié, parfois russe, parfois américain. Du gaz surtout américain, du gaz de schiste. Puis il y a le gaz algérien aussi, mais bon, qui a ses soucis aussi. Donc ça, et 2021-2022, il y a eu un pic jamais atteint dans les cours du gaz, justement. Indexation au prix du gaz, injection prioritaire, plus le coût du réseau. Donc c'est ça qui explique la courbe, sachant qu'en même temps que les coûts de base, les coûts de production de cette électricité-là augmentaient, alors que le coût de production du nucléaire, lui, est en théorie extrêmement bas, et le plus bas. Subventions et taxes sur les consommateurs. C'est là où on arrive à un résultat sur les factures absolument phénoménal, et donc avec une hausse de 100% en 10 ans. Bon, donc vous avez compris que ce qui a fait que votre facture a doublé en 10 ans, cette politique continue à être à l'œuvre et que dans 10 ans, on se retrouvera si on est encore vivant. Alors toi, oui, mais moi, avec mon âge avancé, c'est pas sûr. Non, mais là, il faut se rendre compte que ce qui a été fait durant ces 10 dernières années n'était que une mise en bouche. Une mise en bouche par rapport à ce qu'ils vont nous faire. Et alors que depuis 2021, tout le monde sait, tout le monde a analysé les causes de la hausse des prix de l'électricité, et nos industries sont au premier plan pour en souffrir. Et vous avez des usines qui ferment, il y a des artisans qui ferment. Du fait du coût de l'électricité. Et là, en fait, on va amplifier cette politique-là. Et là, pour moi, clairement, c'est de la pure destruction. Alors, concrètement, donc, c'est un projet décrétal, réglementaire, donc c'est le gouvernement avec son administration, sa technostructure qui va faire passer les textes.
Est-ce qu'il va y avoir un débat parlementaire ou pas, un minimum, puisque ce n'est pas du domaine de la loi, donc les parlementaires ne peuvent pas s'y opposer, mais est-ce qu'au moins ça va être débattu? Alors dans le Code de l'énergie, il est prévu une fois la période de consultation publique passée, donc ça c'est courant avril, il est prévu qu'il y ait une présentation au Parlement. Donc en fait, c'est un débat, sans vote. Voilà. C'est surtout qu'il n'y a pas de vote. On va en parler. Ça ne mange pas de pain. Il n'y a absolument pas de vote. Et c'est ça qui, du point de vue démocratique, pose un problème. Parce que, à la limite, ça aurait été pour une amélioration de la situation s'ils avaient enfin tenu compte de toutes les alertes qu'on a lancées depuis le début des années 2010. Je vous rappelle aussi qu'il y a 2010-2011, là, la loi... Ils ont des noms, toujours des acronymes improbables. Là, celle-là s'appelle NOM, N-O-M-E, qui a créé un dispositif fabuleux qui s'appelle l'AREN. Accès... Alors NOM, est-ce que tu as en tête ce que ça veut dire, ce sigle? Nouvelle de l'énergie, nouveau mécanisme de l'énergie. Oui, ça doit être ça, nouveau mécanisme de l'énergie. L'AREN, c'est l'accès réglementé au nucléaire historique. Donc c'est AREN avec H à la fin. Oui. C'est qu'en fait, et ça encore une fois c'est à l'instigation de l'Allemagne, Bruxelles considère que notre EDF, entreprise d'État, donne donc un avantage déloyal à la France, notamment grâce au nucléaire. Et du coup, il s'agit, et que ça empêche de nouveaux entrants sur le marché. Puisque leur idée, c'est ce qui a été voté en 2000, c'était la dérégulation du marché de l'énergie, la libéralisation du marché de l'électricité, pour permettre, c'est la théorie libérale à fond, qui est... Néolibérale. Néolibérale. Ne pas tout. Moi, je suis libertarien, je suis pour la nationalisation de l'électricité. Plus il y aura d'acteurs sur le marché, plus le prix final au consommateur sera bas. Ça, c'est la théorie. Mais en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Ouais, tout le monde savait que c'était faux. Parce que EDF existait déjà avec son patrimoine de centrales nucléaires. On avait 58 centrales avant que Hollande et Macron veuillent nous détruire ça. On en a 56 aujourd'hui. Il fallait que EDF partage sa rente nucléaire avec les nouveaux entrants. Sauf que les nouveaux entrants, ça n'a jamais été des producteurs. D'abord parce que il faut un apport capitalistique, des investissements énormes pour pouvoir entrer sur ce marché-là. Donc en fait, les nouveaux entrants de ce marché ne sont en fait que des courtiers. Ça a été très très bien dénoncé lors de la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique d'il y a bientôt 3 ans. Au moment où on s'est dit merde, on va peut-être tomber en panne d'électricité cet hiver. Il y avait le risque de blackout effectivement pour janvier 2023. Et là on s'est réveillé en disant mais que se passe-t-il mon bon ami ? Henri Proglio, il y avait plusieurs anciens patrons du CEA, plusieurs anciens patrons d'EDF qui ont tous dit la même chose, c'est l'AREN, c'est du pillage d'EDF, puisqu'en fait on oblige EDF à vendre son électricité nucléaire. Oui, c'est de la subvention déguisée aux énergies renouvelables. Alors pas qu'il y a des nouveaux entrants qui sont même pas producteurs, qui ne sont que courtiers, c'est toutes les... Et là il y a eu effectivement plein d'offres dites apparemment nouvelles, mais qui en fait profitaient de ce très bas prix qui leur était fait sur l'électricité d'origine nucléaire. Et du coup, ils ont... il y a plein de gens, en particulier des artisans, qui ont souscrit ces offres-là. C'est la fameuse... il y a eu plein de cas de boulangers qui avaient souscrit ça. Attirés par les prix d'appel. Voilà. Et puis une fois qu'on a libéralisé le prix, parce qu'en fait ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'il y a eu une phase où on ouvrait le marché sans libéraliser le prix.
Et donc, après, plein de courtiers ont appelé à bas prix, ça a été un puis marché. ça a explosé. Et l'idée même de faire un marché de l'électricité, c'est une aberration conceptuelle. Parce que justement, c'est un flux, c'est pas un bien. Oui, non, mais après, moi, je Et rentre pas dans... du coup, on arrive avec des prix, ce qu'on appelle le prix spot, le marché de gros, des prix négatifs. Mais ça veut dire qu'en fait, EDF est obligé de payer les autres pour prendre son électricité. Oui, non, et ça, c'est financé par nous. Oui, alors, ce qui est en fait... je vais faire une confidence qui n'intéresse personne sauf moi. Quand j'ai fait l'ENA, moi, respect. J'ai travaillé sur l'énergie. Et je me souviens, c'était en 2001, et je me souviens que déjà, il y avait une multitude d'analyses économiques très sérieuses qui montraient que la libéralisation du marché de l'électricité amenait systématiquement à des explosions de prix. Donc on le savait depuis longtemps. Ah, moi, je me souviens que mes petits camarades, je leur disais, mais la libéralisation, moi je suis pour, mais l'énergie, ça n'a pas de sens. Et c'est passé ce qu'on savait depuis au moins 1995, puisque la Grande-Bretagne avait libéralisé son électricité, ça avait amené à des augmentations de prix colossales. Mais il y a une telle doxa, un tel aveuglement dans les élites françaises qui sont convaincues d'avoir raison, quoi qu'il arrive, que c'était plus la peine d'en discuter. Et c'est passé ce que tout le monde savait depuis 20 ans. Oui. Et en plus, là-dessus se rajoute l'obsession de courir après le modèle allemand, qui est tout ce fin modèle. Parce que et qui n'est pas libéralisé. Les Allemands ont carrément arrêté le nucléaire pour des raisons idéologiques On saura un jour la vérité. Diverses. Moi, pour l'instant, déclenchées notamment par... Madame Merkel a abandonné le nucléaire. Voilà. À la suite de Fukushima, qui, encore une fois, il faut le dire, le marteler, n'était pas un accident nucléaire. C'était un tsunami. La vague est arrivée sur la centrale qui est effectivement en bord de mer. Et là, il y a eu une submersion du réacteur. Il y a eu une personne qui est morte, et pas du fait des radiations. Mais il y a eu des emmerdes. Oui, mais c'est gérable, on sait gérer, les ingénieurs savent gérer. Ça a été l'occasion de découvrir que même au Japon, et alors j'allais dire surtout au Japon, parce que les Français s'imaginent que les Japonais sont des gens bien, en réalité, la corruption est reine au Japon, ça a été l'occasion de découvrir que le marché public qui avait abouti à la création de Fukushima avait fait l'objet d'une corruption scandaleuse où les mecs n'avaient pas tenu le cahier des charges. Mais il n'y a qu'au Japon qu'il y a de la corruption. Probablement, oui. Il y a des yakuza et des sushis. Sur le fond, donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette PPE décrétale par décret et non par loi? Alors, aujourd'hui, ça bouge pas mal au Parlement. Le Sénat, il y a eu plusieurs sénateurs, dont un sénateur région parisienne des Pays de la Loire, qui s'appelle Vincent Louot, qui a entraîné ses petits camarades sénateurs et ils ont fait un courrier à François Bayrou la semaine dernière. Il sait lire? Ça m'étonnerait, il était ministre de l'Éducation. À l'Éducation nationale, plus personne ne sait lire. Ça n'en s'enseigne plus. En tout cas, c'est une blague. Le courrier a été envoyé. Vous avez cette semaine Armand, qui a été brièvement ministre de l'économie, le député Armand. Alors, je traduis. Antoine Armand. Antoine Armand. Qui est député de Haute-Savoie. Et qui est petit-fils du ministre Armand. Je ne sais plus ce qu'il avait fait, ministre Armand, mais... c'est la SNCF. La SNCF, voilà. C'est comme une famille de la caste. Voilà, polytechnicien ENA. ENA en tout cas, polytechnicien, je ne sais plus, le grand-père. ENA minimum, ça, un mec bien quand même. Respect pour les ENA. Et avec son camarade Raphaël Schellenberger des Républicains, c'était le duo qui était justement sur la commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique. Ils ont fait un courrier cette semaine alors pour dénoncer la nomination parce qu'il y a ça aussi, c'est la nouvelle cerise sur le gâteau, en plus de la PPE. Il y a la nomination de Madame Voynet au commissariat sur le nucléaire.
Et depuis la semaine dernière, le groupe Rassemblement National s'agite pas mal parce qu'ils ont aussi lancé une commission d'enquête. Alors eux, c'est plus généralement sur les freins à la désindustrialisation. C'est clair que le coût de l'électricité et les incohérences de la PPE font partie c'est un des axes de cette commission d'enquête. Et donc, ils ont commencé justement, il y a eu une question écrite la semaine dernière, une question au gouvernement, pardon, une question d'actualité au gouvernement sur ce sujet-là. Monsieur Ferracci a dit que non, il n'allait pas changer sa PPE. Donc ça a été très net. Donc effectivement, il faut une... On rappelle que son père qui était propriétaire du Paris Football Club, vient de le vendre à Bernard Arnault, donc on n'est pas dans le même monde là. Hein. Alors donc et donc il s'entête sur la PPE telle qu'elle est, donc avec certes du nouveau nucléaire et le maintien, le prolongement de vie des centrales existantes, mais avec développement massif de tout le renouvelable intermittent. Qui oblige forcément à des hausses de prix, intrinsèquement et à cause des raccordements au réseau. Bon, donc, si on faisait une pétition, on va faire une pétition, je vais faire une pétition, elle n'ose pas parce qu'elle est gentille, mais nous qui sommes, moi qui n'ai plus peur de rien, moi qui suis mort psychiquement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, non mais c'est un vrai débat, c'est aujourd'hui, tu as une pétition sur la suppression des zones à faible émission et du système critère. Il y aura en fait, toute l'action du gouvernement peut faire l'objet de pétitions en ce moment. Bah, donc il faut le faire. On a des personnes totalement autistes en face. Non, alors, tu vas te faire attaquer par les associations d'autistes. Il ne faut pas dire ce mot-là. Elle découvre. Il y a des mots, il ne faut pas... Tu vois, c'est comme tu disais, c'est des nains. Tu vas être attaqué par l'association des nains. En tout cas, ils n'écoutent pas. Alors que toutes les analyses ont été faites depuis très longtemps. Et on sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, l'effet principal et qui m'inquiète le plus, c'est l'effet coût, à la fois sur les particuliers et sur l'économie, en particulier l'industrie, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'on était tombé à 9%. On a passé la barre des 10% de la part de l'industrie dans notre économie, alors que les Allemands et les autres pays autour sont à plus de 18%. Et ça, c'est dramatique pour l'avenir de notre pays. Et tant qu'on n'aura pas une électricité bon marché, on ne pourra pas relancer la machine de l'industrie. Bon, vous avez vu comment elle est. Tu reviens la semaine prochaine pour nous faire aussi une chronique parlementaire pour nous dévoiler des textes qu'on ne voit pas parce que ça va trop vite et qui vont avoir un impact sur notre... J'ai plein d'idées. La proposition de loi Duplon qui voulait réduire les contraintes sur les agriculteurs. Et là, j'ai vu que les Renaissance et les écolos étaient montés au créneau en disant que ça allait être gravissime pour la biodiversité. J'aimerais bien te publier le mardi. Donc il faut que tu viennes le lundi plutôt que on est jeudi. Je ne sais pas si je vais publier aujourd'hui ou demain. Ce serait bien que tu viennes le lundi, que je puisse te publier le mardi. C'est possible pour toi? Bon, on va faire un sondage nature. Je vais changer ma séance d'aquaponie. Il y a de l'aquaponie en plus. Bon. C'est quoi l'aquaponie? C'est l'aquaponie. C'est du poney dans l'eau. Ben oui. Il y a un poney qui va dans l'eau. Tu montes dessus. Non, mais c'est devenu un peu le... L'aquaponie. Mais on le noie à chaque fois ou il a la tête qui sort de l'eau quand même? C'est une blague. Non, mais c'est une blague, l'aquaponie. Ah bon? Voilà, c'est une façon de dire que... Ah, mais j'avais pas compris. Nous, les hommes, on a du mal. Bon, on va s'organiser, on la retrouve. Si vous êtes d'accord, soutenez-le, dites-le en commentaire. Merci de ces éclairages qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir. Merci à toi, Eric.